Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. En fait, vous êtes dans la suite de la vidéo que j'ai sortie hier, qui est la vidéo où je me présente. Cette vidéo était tout simplement trop longue et j'ai trouvé qu'il y avait certains éléments qui avaient tendance à être des éléments qui pourraient être valables pendant une longue durée, qui me présentaient moi et mon activité. Et tous les éléments qui sont dans cette vidéo-là, qui sont assez contextuels et qui dépendent aujourd'hui de la date où on est et qui, dans 6 mois, seront plus forcément valides. Donc, il y a quelques minutes de cette vidéo que vous avez déjà vu dans la vidéo de présentation au niveau de la relation avec les marques, mais quelque part ici c'est une version longue dans laquelle j'explique plus de choses. Ensuite on va faire un point sur les projets, je vais vous expliquer pourquoi j'ai accéléré sur Canon, pourquoi j'ai ralenti sur Sony, qu'est-ce que j'entends faire en 2021, qu'est-ce que je vais faire au niveau de Fuji, de la chaîne généraliste, on va en parler dans cette vidéo. On va en parler ensuite de comment on fait pour vivre de la photo et créer un business, quel modèle moi j'ai suivi et qui m'a conseillé et qui m'a aidé à créer tout ce que j'ai pu créer depuis 4 ans. Et on terminera par parler aux réponses aux commentaires et notamment aux haters et la façon de gérer tout ça. Lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure avec plein de vidéos Canon et cette chaîne généraliste, j'ai décidé d'essayer d'évoluer un tout petit peu dans ma manière de faire. J'ai essayé de faire évoluer notamment les miniatures. Vous avez peut-être remarqué, le format des miniatures est plus recherché qu'avant et je me prends la tête, ça aussi, il faut bien comprendre que ça prend du temps d'imaginer la miniature et de la créer. Les vidéos sont maintenant calibrées sur 10 à 15 minutes où j'essaye d'enchaîner en évitant les longueurs, là où avant j'étais sur beaucoup de vidéos de 20 ou 25 minutes, et c'est inverse, c'est-à-dire que c'est plus facile de faire une vidéo de 20-25 minutes que de faire une vidéo qui a exactement le même contenu que 20-25 minutes, mais en 10-15 minutes, ça demande plus de travail, plus de préparation, et ça demande vraiment à éviter les temps morts. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur mes vidéos depuis le mois de septembre, grâce à l'aide notamment de Sylvain Lepoutre. J'ai essayé aussi d'inclure plus de plans d'illustration, pas uniquement pour faire joli, mais pour apporter plus de contenu et pour éviter que les gens s'ennuient. Je vais essayer de m'équiper notamment d'un slider dans les mois qui arrivent pour essayer encore plus de diversifier mes plans. Une des difficultés que j'ai au travers de mon travail tous les jours, c'est la difficulté de la nuance et des critiques. La nuance, tout simplement parce que je trouve que c'est très difficile de vous faire comprendre que le Nikon Z6 II, je prends lui, mais c'est le dernier cas en date, est un excellent boîtier que vous allez pouvoir faire toutes les photos que vous pouvez imaginer avec ce boîtier-là, mais que d'autres boîtiers sur le marché font un tout petit peu mieux. Souvent, la conclusion que je vois sur trop de chaînes, c'est de la merde. C'est pas le cas en fait, il faut bien comprendre que les choses sont pas blanches et sont pas noires et c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, que ça soit sur le test des objectifs ou que ça soit sur le test des boîtiers, je trouve que ça manque parfois un peu de nuance. Allez, voilà pour ma présentation, maintenant je vous propose de parler des relations avec les marques. Quand on est youtubeur, il faut bien comprendre que en fait, on est un panneau publicitaire géant sur lequel les marques vont pouvoir envoyer leurs produits. Le youtubeur va créer une publicité gratuitement et va diffuser ça à une audience qui va permettre de faire découvrir le produit. Et tout le monde est gagnant. Le youtubeur est super content parce qu'il a eu gratuitement un matériel qu'il aurait dû payer peut-être 150, 200, 300 ou 500 euros en fonction de la marque. Et quelque part, l'audience est contente parce qu'on lui propose des produits. Bref, c'est un système qui se nourrit. C'est un système que j'aime personnellement pas énormément, tout simplement parce que c'est généralement des produits dont je ne vous aurais pas parlé si la marque ne m'avait pas contacté, tout simplement parce que c'est des produits qui, à la base, ne m'intéressent pas plus que ça. Et il n'y a pas une semaine sans que j'ai des propositions via les sites internet, via Instagram ou via les emails, via YouTube, de Newer, de Acer, de BenQ, de moniteurs externes. Alors c'est sympa quand Acer vous dit « Est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie toute ma dernière gamme de moniteurs art graphique ?» La même chose pour Asus, la même chose pour des moniteurs externes de la marque BenQ, tout ça, c'est vrai que c'est super sympa. Mais au bout d'un moment, j'ai 2 écrans là, et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire d'autant d'écrans, en fait. Ça me sert strictement à rien. Et je trouve que quelque part, c'est un peu du gâchis. Alors, on a des propositions pour des marques d'éclairage, pour des moniteurs externes, plus ou moins connus, pour des fonds, pareil, de chez Backdrop. Bref, il y a énormément d'opérations comme ça, et c'est un flux incessant de propositions de collaboration que vous recevez tous les jours. Moi, sur cette chaîne, j'ai décidé de pas forcément vous le présenter, notamment, je vous dis pas que ceux qui vous les présentent ont tort, c'est absolument faux, et c'est des produits qui sont souvent intéressants, et même parfois des produits que moi j'ai refusé de recevoir, je regarde la vidéo du youtubeur qui me le présente, donc tout ça pour dire que ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas le temps de collaborer avec ces marques-là, et c'est vrai que ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir un écran gratuit ou un moniteur externe gratuit, mon business dépend pas de ça, et c'est pas une relation que je cherche particulièrement. Ce que je vais chercher par contre particulièrement, parce que ça collabore à mon travail, c'est d'être en contact avec les grosses marques qui font l'actualité de la photo. Et donc, je suis en contact aujourd'hui avec Sony, avec Tamron, avec Sigma. C'est vraiment 3 marques avec lesquelles j'ai d'excellentes relations en contact avec les gens qui sont au plus haut dans cette marque-là et qui me permettent de participer au lancement de ces marques-là. Donc vraiment un grand merci à ces 3 partenaires-là, Sony, Tamron et Sigma.
Je suis en contact aussi avec Viltrox, avec Tokina, avec DxO et avec Luminar. C'est important, en tout cas, que les marques avec lesquelles je collabore soient un peu open, hein, soient ouvertes aux critiques, parce qu'il peut y avoir certains produits qui sont une énorme réussite, et il faut comprendre aussi que parfois, il y a des produits qui sont moins bons que d'autres, et je pense que ça demande quand même beaucoup de pédagogie lorsque vous travaillez avec les marques, pour les convaincre que c'est aussi dans leur intérêt à elles, parce qu'on est en 2020, et quelque part, je pense que si on ment aux gens, si on vous dit aux gens que ce produit il est génial, et que l'une fois que les gens l'ont acheté, ils s'aperçoivent rapidement que ce n'est pas le cas et qu'en fait on leur a menti, il n'y a plus personne rapidement qui va vous donner le moindre crédit. Et je pense que c'est le cas des ambassadeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui écoute les ambassadeurs parce que ils ont perdu toute crédibilité. Et à un moment donné, on a vu les marques qui se sont un peu détournées des ambassadeurs qui avant font des super photos, hein. C'est vrai que c'est vraiment une belle vitrine, mais pour autant, ce n'est pas forcément les gens que vous allez écouter au moment de choisir le système et au moment de vous conseiller est-ce que tel objectif ou est-ce que tel boîtier est le meilleur sur le marché pour vous. Et clairement, il y a une partie des marques qui ont compris qu'il fallait collaborer avec des gens qui étaient un peu plus neutres. C'est le cas aux USA, hein, où la plupart des grandes marques vont vraiment jouer le jeu. Et je trouve que c'est le cas d'autant plus en France, de plus en plus, où une bonne partie des marques ont compris que c'était bien aussi de collaborer avec des gens qui ne disaient pas que c'était toujours merveilleux. Mais il y a d'autres marques qui n'ont pas encore basculé sur ce modèle-là et qui continuent de tourner en rond un peu avec des ambassadeurs que plus grand monde écoute. C'est un peu le cas aujourd'hui de Fujifilm France, avec lequel j'ai jamais réussi vraiment à travailler. C'est une mentalité qui est complètement différente avec ce que je peux connaître chez Sony, par exemple. Alors moi, j'ai refusé à l'époque d'être ambassadeur d'une marque qui se lançait dans les hybrides, hein, et qui, un an plus tard, justement, a demandé aux ambassadeurs d'être exclusives à cette marque-là, et tout le monde a arrêté d'être ambassadeur avec cette marque-là. En fait, c'est ça le problème, c'est que quelque part, le cycle d'être ambassadeur, à un moment donné, voilà, vous êtes plus légitime pour conseiller ou pour guider les gens. En tout cas, pour Fuji, j'ai pas abandonné parce qu'il y a Fujifilm Belgique qui, elle, est dans un autre état d'esprit, qui tente d'innover en tentant de jouer un jeu avec une stratégie moderne en participant au lancement sur les chaînes YouTube. J'ai demandé à Pierre Boisseau s'il pouvait me filer un coup de main pour contacter Fujifilm Belgique. On verra si ça prend. À noter que Nikon m'a contacté aussi. J'attends de voir avec eux un peu comment on va pouvoir lier une collaboration. Toujours en étant sain, je vous ai dit, sur le Nikon Z6 II, c'est un boîtier qui est superbe, mais probablement un peu en retard avec ce qui s'est donné sur le marché, sans que ça l'empêche d'être un excellent boîtier. Mais là aussi, on verra si Nikon est capable d'accepter ce genre de critique-là ou pas. Il y a Emmanuel Pampuri qui m'a aidé à rentrer en contact avec Canon. On va voir bien aussi là où ça nous mène. En tout cas, mon business à moi, c'est pas de faire en sorte, contrairement à certains youtubeurs, que vous appuyez sur mon lien d'affiliation et de toucher une commission sur ce que vous allez acheter. C'est absolument pas mon business. Mon business et ce de quoi je vis, c'est les formations. J'accompagne un peu plus de 1000 personnes par an depuis la découverte de leur boîtier via les masterclass jusqu'à l'apprentissage de la photo, de Lightroom, de Capture One et de Photoshop. C'est finalement un business qui est très très peu orienté sur YouTube, c'est-à-dire que je tire assez peu profit de mon activité sur YouTube parce que tout va se passer via le moteur de recherche Google. En fait, mes vidéos, mon but, c'est qu'elles répondent à une requête que les gens vont taper dans Google. Donc le thème de mes vidéos est en priorité influencé par les requêtes qui vont permettre à des gens de me découvrir et d'apporter une réponse à leurs questions. C'est bien pour ça qu'en ce moment, j'écume les objectifs Canon, parce que je sais qu'en proposant un article et une vidéo sur YouTube sur chaque objectif et boîtier Canon, quelque part, j'ai 100% de chance d'être découverte quand quelqu'un s'interroge à acheter un Canon. Et à partir du moment où je suis découvert, c'est quelqu'un qui peut s'abonner et c'est quelqu'un qui va peut-être me laisser son email et à qui je vais pouvoir proposer des formations pour l'aider à utiliser encore mieux son boîtier. Et c'est là que le cycle un peu qui me permet à moi de vivre et qui permet à mon entreprise d'exister va se créer. Et justement, c'est l'occasion de faire un point sur mes projets. Donc mes projets, c'est le concept de guide que j'ai lancé il y a 4 ans. À l'époque, c'était les guides Fujifilm, qui en fait consiste à prendre une spécialisation dans une marque et d'essayer de l'essorer au maximum. L'essorer en faisant des tutos, en faisant des tests de tous les objectifs, les tests de tous les boîtiers et surtout un bon paquet de comparatifs. Et finalement, il y a assez peu de gens qui essorent à ce point-là une marque. Généralement, on va passer d'un objectif ou d'un boîtier à un autre sans essayer de rester sur un précaré qui est plus petit. Alors c'est sûr que c'est pas très bon pour le nombre d'abonnés parce que quelque part on va se réserver à une niche, mais c'est très intéressant pour cibler une certaine partie des gens et pouvoir spécifiquement les intéresser et les aider eux
d'une manière que les autres ne pourraient pas les aider parce que c'est beaucoup plus superficiel. C'est dans ce cadre-là que j'ai lancé les guides Fujifilm. Les guides Fujifilm, c'est aujourd'hui plus de 600 vidéos. Je pense que j'ai presque tout dit, hein. Tout ce qui pouvait être dit à ce jour a été dit. Donc les vidéos vont continuer sur les guides Fujifilm, mais à un rythme qui va être plus modéré et qui va surtout dépendre de l'actualité. On l'a vu lorsque Fuji vient de sortir le XS10, j'ai essayé de dire tout ce qui pouvait être dit et de tester tout ce qui pouvait être testé sur le XS10, mais au bout d'un moment, j'épuise tout simplement le stock de sujets. Alors j'ai toujours la même passion pour Fuji, j'adore cette marque, j'adore ces boîtiers, je pense que je le garderai à vie, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu moins de sujets à dire. Alors les guides Fujifilm, c'est entre 1500 et 2000 visiteurs chaque jour, hein, sur le site internet. C'est assez constant, ça progresse plus parce que je pense que je suis arrivé à un palier aujourd'hui, quelle que soit la requête liée à Fuji que vous allez mettre, vous allez trouver une vidéo me concernant. Et donc, ça va être difficile aujourd'hui de faire mieux avec les guides Fujifilm. Évidemment, les guides Fujifilm, ça continue, hein, en 2021. À la demande de Sony, j'avais lancé les guides Sony. Les guides Sony, c'est quelque chose pareil sur lequel je me suis beaucoup impliqué avec la volonté de tester les boîtiers, avec la volonté de tester les objectifs, de vous faire des tutos. Mes vidéos sur l'autofocus des Sony sont quand même très regardées et je reçois des commentaires presque tous les jours de gens qui les utilisent pour découvrir le système Sony, hein. Donc je pense que quand même, j'ai fait quand même pas mal de travail, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un demi-échec. Il y a un constat de difficulté, si vous voulez. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis arrivé tardivement dans l'univers Sony. Je suis arrivé 6 mois, en gros, après que le Sony A7 III soit sorti. C'était beaucoup trop tard. La guerre était jouée et les acteurs implantés depuis 3 générations de boîtiers. J'avais 50 objectifs de retard, 50 objectifs de chez Sony, hein. Si je prends tous les autres, j'en avais plus d'une centaine. Et clairement, j'arrivais un peu après la guerre. Et quand vous essayez de vous installer sur un moteur de recherche alors qu'il y a déjà des acteurs qui sont installés de partout, vous n'arrivez pas à vous installer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à être découvert. Et les articles que je produis sur les guides Sony et les vidéos que je produis sont un peu moins visibles que ce que je faisais chez Fuji. Donc, c'est ce que j'appelle le constat de difficulté et qui m'a amené quelque part à mettre un petit frein sur Sony, alors même que j'ai une super relation avec Sony, avec Sigma et avec Tamron. Alors, j'abandonne pas du tout, hein, mais alors pas du tout de chez pas du tout, c'est simplement que j'ai freiné pour avancer à un autre projet dont on va parler dans 5 secondes. En fait, les derniers mois chez Sony ont été assez calmes, hein. On a vu un A9 II qui est quand même hyper niché comme boîtier, et on a vu un A7S III qui lui aussi est assez niché, et un A7C qui lui aussi parle pas à grand monde, même si c'est tous des excellents boîtiers, c'est pas des boîtiers massifs qui vont se vendre à un nombre d'unités énorme et clairement pas à des gens qui auraient besoin de formation. Donc aujourd'hui, ce qui m'embête, c'est qu'on voit bien que Sony est à l'aube d'une nouvelle ère avec des boîtiers qui auront de nouveaux menus, probablement, voilà, plus de force que ce qu'ils ont aujourd'hui, hein, même si aujourd'hui, attention, ils ne déméritent pas. C'est juste que ça m'embête un peu aujourd'hui de faire énormément de vidéos sur les anciens menus, de faire une masterclass avec les anciens menus, quelque chose qui potentiellement pouvait être périmé dès l'automne si la 7.4 était sortie à l'automne et qui va être périmé au fur et à mesure que tous les prochains boîtiers qui auront les nouveaux menus vont sortir. Donc c'est quelque chose qui m'a fait dire, c'est vrai que je suis en difficulté parce que j'arrive après les autres. Et je suis en difficulté en plus parce que je trouve que les vidéos que je vais produire aujourd'hui, elles vont probablement assez mal vieillir parce que tous ces nouveaux menus-là, quelque part, ça va donner un coup de vieux à toutes ces vidéos-là. Donc, je me suis dit, j'attends les nouveaux boîtiers et clairement, j'attends en fait la 7.4 depuis longtemps. Mais pour l'instant, il n'arrive pas. Et donc, je me suis dit, en attendant que la 7.4 arrive et que je puisse remettre du carburant là-dedans, je vais essayer de m'atteler à un nouveau chantier. Et ce nouveau chantier-là, alors je ne l'ai pas nommé comme ça, mais en fait, dans les faits, c'est ça, c'est les guides Canon. Les guides Canon, ils sont nés assez simplement en 2020, en fait. Pendant que Sony, je voyais bien qu'ils étaient dans une phase de transition, ils vont revenir en méga forme, hein, Sony. J'en doute pas une seconde, et l'année 2021 sera l'année Sony, je vous le dis. Mais c'est vrai, l'année 2020 était plutôt l'année Canon. Canon a commencé à teaser le Canon R5 en février 2020, et ça a gelé le marché de manière incroyable. Tout le monde s'est mis à mettre en pause son achat en même temps que le Covid est arrivé en définitive. Et quelque part, c'est vrai que les spécifications qui étaient annoncées ont jeté énormément de lumière sur Canon. Canon qui est quand même le numéro 1 sur le marché, qui a une image de marque. Bon, c'est pas n'importe qui Canon, hein, et on a compris rapidement qu'en plus de ce modèle haut de gamme que serait le Canon R5, ça allait être complété par un Canon R6 qui allait être une version abordable quelque part du Canon R5. Et clairement, quand on est le numéro 1 sur le marché, on revient en force. Et là où j'ai vu que c'était difficile pour moi, parce que énormément de chaînes YouTube vous parlent de matériel Sony, énormément, en fait, il n'y a quasi aucune chaîne photo.
en France qui va vous parler de Canon. Il y a très très peu de youtubeurs qui sont équipés de ces boîtiers-là, tout simplement parce que c'est des boîtiers qui ne faisaient pas rêver technologiquement. Personne n'avait envie de parler de boîtiers Canon avant. Et là, ils ont tout changé avec le Canon R5 et le Canon R6. Et je me suis dit, bah, maintenant que tous ces gens, tous les autres youtubeurs, tous mes collègues en fait, sont équipés en boîtier Sony, bah, c'est vrai que racheter des boîtiers Canon, revendre les optiques Sony pour racheter des objectifs, bon, la plupart de ces gens-là qui sont parfaitement à l'aise en photo et en vidéo savent très bien que ça ne va pas changer quoi que ce soit sur leurs photos, ça ne va pas changer quoi que ce soit sur leurs vidéos. Mais moi, j'y ai vu une opportunité parce que bah, quelque part, c'est le numéro 1 du marché. Il y a très très peu de gens qui en parlent sur YouTube. J'ai fait mon analyse sur Google et j'ai conclu que il y avait quand même assez peu de sites spécialisés Canon qui étaient bien installés sur Google. Ça n'a absolument rien à voir avec Sony. Hein. Typiquement, vous n'avez pas l'équivalent de Sony Alpha Blog. Le travail que fait Marc chez Sony est hyper exhaustif, hyper bien référencé en français et en anglais. Il est indétrônable, hein, clairement. Et on n'a pas ce concurrent-là aujourd'hui chez Canon. Et je me suis dit, bah voilà, en mai 2020, j'ai décidé de me lancer via le Canon RP pour découvrir cet écosystème-là, hein, la monture RF, et de commencer à me préparer pour être au taquet dès la mi-juillet lorsque le Canon R5 est sorti. Et mon objectif, l'objectif que je me suis fixé à l'époque, c'est d'avoir 100% des objectifs Canon testés pour la fin 2020 de façon à rattraper mon retard, un rattrapage en express. Hein. Et finalement, bah maintenant qu'on est à la fin 2020, c'est chose faite. Il ne me reste plus que le 70-200 2.8 et le futur 70-200 f4 que je vais tester simultanément et que je vais comparer en même temps au mois de janvier lorsque le 70-200 f4 va sortir. Mais tous les autres objectifs qu'a sorti Canon ont été testés. Bon, je mets à part le 600 et le 800 f11 que je testerai au printemps quand les oiseaux seront revenus. En tout cas, c'était un boulot de malade, ce projet Canon. Vraiment un boulot de malade, mais je suis hyper content de l'avoir fait et je pense que ça va me permettre de m'installer pour plusieurs années. Je suis aujourd'hui à jour sur Canon, comme je suis à jour aujourd'hui chez Fuji, et je vais pouvoir m'attarder à explorer un peu plus les options des boîtiers et suivre leur actualité. Et les résultats sont là, hein, c'est-à-dire que les résultats sur Canon, il faut bien imaginer que le groupe Canon aujourd'hui a plus de membres que mon groupe Sony. L'explosion a été assez violente. Les résultats aussi sur Google sont absolument dingues. J'ai plus de visiteurs aujourd'hui sur la partie Canon du site où j'ai mis toutes les vidéos Canon que sur mon site, les guides Sony. Les liens qui sont faits dans les forums des gens qui parlent des vidéos que je peux produire sont largement supérieurs à ce que j'ai pu avoir chez Sony. Et clairement, je vois bien aujourd'hui qu'un écosystème Canon autour de ce que j'ai fait comme travail est en train de se créer et que mon travail va probablement être utile et va probablement être bien référencé dans les mois et dans les années à venir. Là où c'est clair, je n'ai pas eu ce résultat-là chez Sony et c'est beaucoup plus difficile parce que je suis arrivé beaucoup trop tard. Les autres étaient déjà implantés. Mon quatrième projet, c'est quelque part cette chaîne généraliste que j'ai mis Damien Bernal, même si en fait elle regroupe probablement à terme les guides Sony, les guides Canon et la chaîne généraliste. Tout sera mis dans cette chaîne généraliste-là. Ça s'est traduit par le test du Panasonic S5, par l'acquisition du Nikon Z6 II donc que je possède et sur lequel je vais pouvoir faire des vidéos de temps en temps et tester aussi des objectifs Nikon avec ce Nikon Z6 II. Ça s'est concrétisé aussi par une série de comparatifs. Alors, je ne suis pas entièrement satisfait de ce premier travail, mais clairement, pour moi, c'était un banc d'essai. Je ne connaissais pas très bien l'écosystème Panasonic. Le fait de passer 3 semaines avec le Panasonic S5, c'est quelque chose qui m'a permis de découvrir ça. C'est pareil avec Nikon. Ça m'a permis de me remettre le pied à l'étrier. Et clairement, c'est quelque chose qui va continuer dans les années 2021 et je vais continuer de pouvoir suivre l'actualité multimarque et de ne pas juste me concentrer sur du Sony ou sur du Canon. Alors moi, mon activité, elle est liée au matériel parce qu'en tant qu'entreprise, c'est important de répondre à ce que recherchent les gens. Pour quelqu'un comme moi, hein, qui essaye que son travail soit pérenne dans le temps, je sais qu'un test, ça va rester pour plusieurs années. Mais il n'y a pas grand monde en définitive qui va rechercher une vidéo sur la composition ou qui va rechercher une vidéo sur les couleurs. Ça serait beaucoup plus utile, je suis d'accord avec vous, hein, pour faire de meilleures photos et de meilleures vidéos. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas la réalité. Et je vous montre un exemple ici. C'est rigolo parce que ces 3 vidéos qui sont sorties, on voit une première vidéo Canon quasiment avec 7000 vues, une vidéo sur le Panasonic S5 avec 7000 vues et au milieu, une vidéo qui parle photo, qui parle composition, qui parle couleur. Et elle a que 2000 vues. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, il y a très très peu de chaînes qui parlent autre chose que le matos parce que c'est vrai que quand vous êtes une entreprise et que vous faites ça pour vivre avec une volonté d'être le plus profitable possible, voilà, c'est vrai que c'est pas possible. Vous ne pouvez pas passer 70 à 80 heures par semaine
pour un travail qui ne va pas intéresser peu de gens. C'est possible uniquement pour les youtubeurs qui font ça en tant que passion à côté de leur métier. Et je les respecte profondément parce que je sais à quel point toutes ces vidéos, ça demande un temps de malade. Alors, on va parler maintenant quelque part un peu du business. Je passe 70 à 80 heures par semaine à travailler, c'est mon activité à plein temps. Je suis marié, 2 enfants, j'ai une maison, bref, tout ça, ça entraîne forcément des charges qui sont importantes. Faire des vidéos, souvent, on voit juste le résultat et quelque part, on se dit, bon, voilà, il a fait une vidéo de 15 minutes, ça lui a pris probablement 30 minutes. En fait, c'est quand même beaucoup plus engageant que ça, hein. Faire des vidéos, moi, personnellement, ça a nécessité de transformer cette chambre d'amis dans laquelle je suis, avec une salle de bain, hein, qui est derrière, dans un studio qui aujourd'hui ne peut plus recevoir aucun ami. La salle de bain derrière, il y a tellement de matériel que c'est pareil. Quand j'essaye de la libérer, c'est super compliqué. Et pour compenser le fait qu'on ne peut plus recevoir d'amis, on a créé une véranda dans la maison qui est devenue la chambre d'amis. Donc c'est quelque chose qui engage énormément de frais et qui clairement, c'est vraiment quelque chose qui est impactant pour sa vie au quotidien. Et il faut bien comprendre que c'est des nombreux frais qui sont liés au matériel. Pour faire les vidéos, il faut des lumières, il faut un moniteur externe, il faut des gimbals, il faut des fonds, il faut des accessoires, il faut un plateau qui tourne pour faire les miniatures. Enfin, du matériel, c'est assez infini tout le matériel qui est nécessaire pour donner vie à cette activité-là. Et évidemment, il va vous falloir de nombreux boîtiers pour assurer les fameux guides, dans le sens où je ne peux pas vivre avec un boîtier qui est prêté par la marque pendant une semaine. J'ai besoin, moi, de posséder le boîtier et de l'avoir sur le long terme. Je ne peux pas, à chaque fois que j'ai besoin du boîtier, venir demander à la marque de me le renvoyer. C'est vraiment pas quelque chose qui est viable. Et d'autant plus que j'essaye de faire énormément de comparatifs. Et pour pouvoir faire des comparatifs, vous avez intérêt à avoir votre propre matériel ou alors une solution pour avoir accès au matériel facilement. Donc c'est la même chose pour les objectifs, hein. Ça nécessite un parc important d'objectifs dont j'ai absolument pas besoin, moi, pour mes photos à moi, mais j'en ai besoin pour pouvoir vous faire des comparatifs le plus souvent possible. Et quand Sigma sort un 65 mm, vous le montrez à côté d'un 35 et vous le montrez à côté d'un 55. Ça, c'est possible que si vous avez un parc d'objectifs important pour votre activité. Donc, ça nécessite l'acquisition de certains matériels, un gros budget sur les locations. Moi, je loue principalement chez Pixlock. Et ensuite, d'avoir certains accords avec des grands magasins où, en gros, je vais pouvoir acheter le matériel et le rendre en perdant 5%. Donc, quand même, ça coûte, hein. Quand vous perdez 5% d'un Panasonic S5, c'est quelque chose qui va vous coûter, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est nécessaire pour faire vivre la chaîne. Alors, à noter aussi que j'abuse des retours chez Amazon. Je ne me prive pas du tout. J'estime que voilà, Amazon, ça a des avantages. Et clairement, ils ont énormément de tort, la manière dont ils font travailler les gens, dont ils exploitent et tout ce qu'ils font. Bon, on ne va pas rentrer dans les débats avec Amazon, mais j'estime que quelque part, mon retour de bâton, c'est que j'hésite pas à acheter sur Amazon et à faire des retours en permanence. Et si un jour je me fais virer de chez Amazon, ça ne sera pas bien grave. En tout cas, voilà, il faut bien comprendre qu'une entreprise, c'est 20% de TVA, 50% de charges. Donc tout ça, ça coûte à mettre en place. Et si vous n'avez pas un business derrière qui est capable de rentabiliser tout cet investissement-là, ça s'arrête tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, hein. On a énormément de chaînes qui vivent par passion, qui font des vidéos pendant 1 an et qui ensuite disparaissent. Moi, depuis 4 ans que j'ai commencé, je suis assez frappé par finalement tout ça. C'est vrai que c'est très, 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 très difficile d'arriver à garder la motivation sur le long terme. Et les acteurs qui arrivent à durer, comme mon ami Sylvain Lepoutre, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Alors moi, j'ai le concept de masterclass qui doivent me permettre de rentabiliser les boîtiers sur lesquels je fais les masterclass et qui doivent me permettre en plus d'apporter un revenu parce que il faut financer tout ça. Et le revenu, il est apporté en grande partie dans mon activité par les formations. Les formations, c'est plus de 1000 clients par an. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai mis en place les formations. Ça marche très très bien. Je suis hyper heureux des résultats et c'est bien pour ça que ça continue. Alors au niveau business, ceux qui m'ont influencé, c'est Nikon Passion et Laurent Bria. Nikon Passion, quelque part, avait dédié son travail à une seule marque et à réunir une communauté autour d'une marque qu'il couvrait de manière exhaustive et en tirer un revenu qui était conséquent. Ça m'a fait découvrir quelqu'un qui s'appelle Olivier Roland, qui est coach pour entrepreneurs et en fait qui m'a aidé à définir et à mettre en place cet écosystème sans qui aujourd'hui j'aurais échoué. Laurent Bria, c'est lui qui m'a inspiré le plus. Aujourd'hui, Laurent Bria, il faut bien comprendre, parce que souvent, certains viennent me voir et me disent « mais comment tu fais ?» et compagnie. Parce que c'est vrai que la plupart des youtubeurs arrivent avec des gros volumes de vidéos, arrivent à peine à tirer un SMIC. Mais en fait, il faut bien comprendre, et pour moi, ça a été une révélation quand j'ai découvert Laurent Bria. Laurent Bria, aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Je sais que ça peut paraître beaucoup, hein,
mais c'est la réalité. Et je vous mets en description une vidéo justement avec Olivier Roland et Laurent Breillat où il parle de tout ça, de la manière dont il a lancé son business et de la manière dont il en vit. Et si vous aussi, c'est le genre d'aventure qui peut vous intéresser de créer un business comme ça, il y a Olivier Roland qui va réouvrir sa formation dans le courant du mois de janvier. Et clairement, c'est une aventure qui vaut le coup d'être vécue. Et moi, personnellement, je ne regrette pas une seule seconde de m'être lancé là-dedans. Mais c'est une aventure complète que je préconise à n'importe qui parce que ça vous apprend à travailler avec des marques, ça vous apprend le relationnel, c'est hyper enrichissant. Vous participez à des podcasts comme j'ai pu le faire avec Le Monde de la Photo récemment, à des lives avec d'autres youtubeurs. Je trouve que tout ça, c'est une aventure qui vaut le coup. Moi, je vous conseille vraiment, si c'est quelque chose qui vous tente, de vous lancer. Et tous les gens que j'ai pu croiser depuis ces 4 ans, c'est un enrichissement professionnel qui est absolument énorme. Mais il faut bien comprendre que c'est un challenge qui est quotidien. Je vois bien que pour certains qui pensent que tester un objectif c'est facile, c'est pas le cas. Un test d'un objectif, le résultat c'est la vidéo qui est publiée sur YouTube, mais en vrai, il faut imaginer que pour que cette vidéo naisse, il faut en premier trouver un moyen d'obtenir l'objectif. Et idéalement dans les premiers. Il faut le faire via la marque directement, mais là aussi, ça demande d'aller communiquer avec la marque, de s'arranger avec la marque pour être prioritaire, ou alors de faire ça via un magasin partenaire, ou alors en le commandant à ses propres frais, peut-être avec une stratégie de le rendre ou pas. Mais tout ça, c'est quelque chose qui nécessite d'être organisé. Ça nécessite ensuite de recevoir les colis. Alors ouais, c'est rigolo. Recevoir un colis, ça paraît rien, mais quand vous recevez des dizaines de colis chaque mois et que vous devez ensuite les retourner, c'est une gestion qui est absolument énorme. Une gestion qui nécessite, pour faire un test, de le planifier, de faire un déplacement vers le lieu du test, de faire les tests, ensuite de revenir à la maison, d'importer les photos, de trier, d'organiser les photos, d'écrire les vidéos, de les tourner, de les monter, de les uploader, de faire une miniature, de faire un titre, de répondre ensuite aux commentaires. En fait, il faut bien comprendre que, en gros, chaque test d'un objectif, c'est 2 à 3 jours de travail. C'est absolument considérable. Et même si au début, ça peut paraître fun et ça peut paraître amusant, ça devient rapidement un boulot qui n'est pas si amusant et pas si fun. Donc, il faut bien comprendre que c'est un boulot à part entière et un boulot qui se termine toujours par le fait de gérer une rédaction d'un article qui va être lié sur le blog. Parce que c'est bien le blog qui va me permettre d'attirer des gens et d'être bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc voilà, et quand vous avez toujours fini tout ça, vous pensez que c'est fini, mais non, c'est pas fini. Il faut faire l'étiquette de retour, et il faut faire le colis, et il faut aller à la poste pour déposer votre colis. Alors en 2021, je prévois les masterclass Canon, évidemment, c'est la suite de mon travail d'avoir testé tous les objectifs et de maintenant d'avoir une visibilité sur Canon, c'est de compléter ça par l'accompagnement de la découverte de ces boîtiers via une masterclass sur laquelle je vais devoir travailler parce qu'elle ne va pas se faire toute seule. Des vidéos qui, j'espère, pourront de temps en temps être moins liées au matos sur l'apprentissage de la photo et sur des concepts bien particuliers. Allez, j'ai envie de finir cette vidéo, cette très longue vidéo, par la réponse aux commentaires et aux emails. C'est quelque chose qui me paraît important d'aborder parce que moi, je suis tout petit. Je suis vraiment tout petit. Et pourtant, aujourd'hui, je suis absolument débordé par les sollicitations. En fait, il faut bien comprendre qu'un commentaire, souvent, quelqu'un me dit « Bah ouais, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas plus aux commentaires. » Mais en fait, il faut bien comprendre que il y a 50 mails par ici, il y a 40 commentaires qui arrivent sur la vidéo YouTube que j'ai sortie, il y a 5 messages qui arrivent sur Instagram, il y a 5 réactions à une story que j'ai postée dans la journée, il y a 10 commentaires qui peuvent arriver dans la journée sur les commentaires sous les blogs, il y a 3 tweets, il y a 50 posts qui arrivent sur les groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, vous êtes 11 000 en total, donc il y a 50 posts qui arrivent sur les groupes Facebook. Chaque jour, vous avez au moins 10 messages de quelqu'un qui me mentionne en espérant avoir une réponse sur les groupes Facebook. Il y a 10 messengers sur Facebook de quelqu'un qui essaye de m'envoyer des messages en privé. C'est adorable tout ça. Mais c'est absolument submergent, c'est absolument débordant. Et c'est une frustration pour moi énorme d'imaginer que des gens qui sont super sympas, qui me font la chance quelque part et l'honneur de s'intéresser à ce que je fais, et moi, je ne peux pas leur répondre, quoi. Donc, c'est vraiment une grosse frustration, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est inhumain. Et aujourd'hui, j'essaye de me concentrer sur les réponses, mais en fait, je me concentre surtout sur produire plus de contenu et travailler, et amasser des données, et travailler du contenu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas passer 6 heures par jour à gérer tous ces commentaires-là. Et la plupart du temps, c'est un peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que si le commentaire arrive à un moment donné où je suis à la pharmacie en train d'attendre qu'elle me prépare un médicament, voilà, je regarde sur mon iPhone, il y a un commentaire qui arrive, je réponds tout de suite parce qu'au moment où il est arrivé, c'était le bon moment. Mais probablement que tous ceux qui sont arrivés quand c'était pas le bon moment, là ça fait 1 heure que je tourne cette vidéo,
tous les commentaires qui sont arrivés pendant cette heure-là, c'est probablement qu'ils n'auront pas de réponse parce que il y a d'autres commentaires qui vont arriver ensuite. Et je suis désolé, et c'est quelque chose qui est tellement frustrant. J'aimerais beaucoup avoir le temps de répondre à tous les commentaires qui arrivent, mais aujourd'hui, j'y arrive pas. J'ai aucune idée de comment font les gens qui sont 2 ou 10 fois plus gros que moi. J'imagine qu'ils doivent faire pareil. En tout cas, un gros désolé. Et c'est un autre aspect, c'est les haters. C'est-à-dire que les gens qui postent des commentaires qui sont blessants, qui sont vexants. Et ça aussi, là on vient de parler de tous les gens qui sont adorables et qui m'envoient des commentaires gentils auxquels j'aimerais répondre à des questions. Mais l'autre partie, c'est les gens qui sont beaucoup moins adorables. Et mine de rien, pour quelqu'un comme moi qui doute beaucoup, qui ne suis pas sûr de moi, un seul message, ça peut miner complètement toute mon humeur, toute ma motivation pour une journée entière. Et franchement, des fois, il y a 10 excellents commentaires et il y a un seul commentaire qui est négatif. Et un seul commentaire, souvent on retient que ça. Et ça suffit à pourrir une journée et vraiment à avoir même des fois des journées où tu te dis mais j'ai envie de tout arrêter. La majorité des gens, ils ne voient pas ces commentaires-là. Mais pour le créateur, quand ce genre de commentaires arrive, franchement, c'est un truc qui donne vraiment envie d'arrêter. Et la conséquence de ça, c'est que quelque part, on limite un peu. Du moins, c'est mon cas. J'essaye de ne pas aller voir trop les commentaires parce que je sais qu'à un moment donné, quand vous lisez 100 commentaires, vous allez toujours avoir 4 ou 5 commentaires qui vont être hyper négatifs, hyper désobligeants, insultants, qui vont vous dire que vous êtes une merde, que vous y comprenez rien, que vous devez passer sous un train. C'est incroyable la méchanceté qu'ont ces gens-là, alors qu'à la base, franchement, on veut de mal à personne et je ne vois même pas pourquoi. Mais voilà, pour certains, c'est vraiment la folie, quoi. Et ils sont prêts à tuer votre mère parce que vous avez dit quelque chose avec lequel vous n'étiez pas d'accord dans une vidéo. Et ça aussi, il faut arriver à le gérer. Allez, je conclue cette vidéo en vous rappelant que vous pouvez m'aider en ayant sur mon Instagram, je vous mets le lien dans la description, j'ai mon dernier objectif de l'année à atteindre et c'est vous qui pouvez m'aider à l'atteindre. Pour ceux qui suivent mon aventure, merci de suivre mon aventure et je vous dis, l'aventure continue en 2021. Salut!